Même si pour certains, cette décision d'embargo est une stratégie de la communauté internationale pour tirer des ficelles en défaveur de la République démocratique du Congo, il est temps que la RDC se mobilise plus que jamais pour obtenir son autonomie sur cette question d'achat d'armes. La question se discute aux Nations Unies, les signaux semblent être au vert. La RDC pourrait enfin, dans les jours à venir, obtenir cette autorisation de non-déclaration d'achat d'armes par les fournisseurs. Mais en attendant, sur le terrain, les bruits des bottes continuent à retentir en dépit des multiples appels au cessez-le-feu de la communauté internationale. C'est le deuxième dossier de ce MAC du dimanche. Les crépitements des balles mélangés au déplacement massif des populations constituent toujours le vécu quotidien de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, malgré les résolutions de la dernière rencontre de Luanda en Angola, où les chefs d'État réunis autour du président angolais ont exigé la cessation des hostilités et le retrait du M23 des zones occupées en République démocratique du Congo. Le principal objectif da mini-cimeira de Luanda. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir le calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue, d'une part, de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part, de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Le dernier combat en date entre les FARDC et le M23 se sont déroulés autour de la cité de Kichanga, à cheval entre les territoires de Rutshuru et Masisi, dans la province du Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars, avec le soutien de l'armée rwandaise, conditionne son retrait par un dialogue direct avec le gouvernement congolais, et ce, malgré les appels de la communauté internationale. Il y a à notre avis des issues sur la table, le processus de Nairobi et les accords du mini-sommet de Luanda, où toutes les parties s'accordent pour aboutir à la fin de ce conflit et œuvrer pour une stabilité globale et durable dans l'Est de la RDC. Maintenant, ce qui reste à faire, nous appelons le président Kagame de jouer de son influence pour encourager l'M23 à se retirer. Une position qualifiée de nouvelle stratégie de la communauté internationale d'endormir la RDC sur l'insécurité dans l'Est et surtout sur le plan de balkanisation. Face à ces manques de volonté du Rwanda et de son allié le M23 de se retirer des zones occupées, le recours à la force serait-il l'ultime recours? C'est ce que pense la société civile du Nord Kivu. Cette structure estime que le Rwanda et son bras séculier le M23 ont des objectifs précis et seule la force devrait les dissuader à abandonner leur entreprise. Le M23 n'a pas pris les armes parce qu'ils avaient seulement besoin de prendre les armes. Ils ont un objectif, ils ont une mission bien déterminée. Et les contraindre à quitter cette mission, il faut ne fût que la force. Donc les chefs d'État ne devaient plus tergiverser, aller à haut, en bas, à gauche, à droite, mais plus opposer une force à celle de la rébellion pour nous rassurer qu'ils nous aident. La présence de la force régionale sur le territoire national se justifie également par cette situation. Le commandant de cette force régionale était clair. Au cas où le M23 n'obtempérerait pas aux directives des chefs d'État de l'EAC, ils seront délogés des forces. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Cette force de la sous-région sera en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée loyaliste vient de se renforcer des milliers de jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État à s'enrôler massivement dans l'armée. Résultat de l'appel du chef de l'État relayé par plusieurs partis politiques et personnalités. La visite du président de la République à la base de Kitona dans le Congo central est une illustration que le recours à la force ne sera pas écarté en cas de besoin. Banamboka na bandite de Vizouana ezali non seulement na mitu na bino mais ezali pe na mitema na bino. Na ye lelo kotala bino
bino bamapinga na biso ya kala na pe ba oyo bakoti sika oyo babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maimanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo. Le moyen humain pour combattre le M23, oui, mais avec quels moyens logistiques? La République démocratique du Congo s'est vue imposer une mesure de notification auprès des Nations Unies avant tout achat d'armes. Au pays, il y a eu un tollé général, surtout pendant cette période où le pays fait face à une agression. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Après d'intenses plaidoyers, la position de la communauté internationale semble fléchir désormais du côté de la RDC. La Chine et la Russie, deux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, se sont prononcés pour la révision de cette obligation imposée à la RDC. Une position qui serait à l'origine de la nouvelle position de l'ONU sur la question. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont, le 21 novembre dernier, réaffirmé leur disponibilité à modifier, de suspendre ou lever des mesures contenant dans la résolution 2641 portant sur le régime de notification sur l'achat des armes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas sous embargo, mais le pays est plutôt soumis à une obligation de déclaration d'achat ou de vente par les fournisseurs. Est-ce que vous pensez qu'avec les démarches qui ont été amorcées, le pays va obtenir gain de cause? Bon, nous l'espérons, parce que vous savez, c'est quand même injuste. Nous avons une mission nous avons la MONUSCO qui a fait près de 20 ans dans ce pays, dont le patron explique que les armes que l'on retrouve du côté du M23 sont tellement sophistiquées que la MONUSCO est impuissante. Et en même temps, on explique aux Congolais qui sont tués et massacrés qu'ils sont soumis à un régime de notification au motif que les armes qui arrivent en RDC se retrouvent entre les mains des rebelles. Est-ce qu'on devrait... C'est paradoxal quand même. C'est quand même paradoxal et je trouve ça très hypocrite. Donc je félicite les efforts fournis par notre gouvernement, notamment le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Nous devons obtenir le droit de nous défendre, le droit de riposter. Et ce droit-là n'est pas négociable. Donc il faudrait que la communauté internationale comprenne que c'est un conflit qui dure plus de 20 ans, qu'aujourd'hui la MONUSCO a montré son inefficacité, que nous avons triplé le budget de notre armée et que nous avons les moyens de nous armer, de nous équiper. Et cela au bénéfice de la protection de nos concitoyens, de la souveraineté nationale. Donc ce combat, c'est un combat que nous devons mener tous. Tout pays a le droit de se défendre et le Congo n'est pas un sous-pays. Et donc je ne comprendrai pas aujourd'hui, alors qu'on accuse bien le Rwanda dans nos gouvernements pilotés par Paul Kagame comme instigateur, comme parrain du M23, lui qui peut importer légalement des armes et les fournir au M23, et on explique à la RDC que vous ne pouvez pas vous défendre parce que, et je viens de le dire ici, au motif qu'il y a des problèmes de traçabilité des armes que vous recevez. Ça fait quand même 18 ans, ou plus de 18 ans qu'on est soumis à ce régime, et si ça bloquait, est-ce que... Mais écoutez, il y a plusieurs axes. Hein. Il y a la diplomatie, mais j'ai l'impression qu'elle boite parce que les négociations, les pourparlers... Oui, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité. Et vous savez que le Parlement a imposé son veto en refusant systématiquement le brassage, qui est la demande principale des rebelles du M23. Donc à partir de ce moment-là, les négociations achoppent sur une fin de non-recevoir. Et donc, ils ne veulent pas lâcher prise. De l'autre côté, on a un régime de notification, mais je le dis ici, nous sommes à 100 millions d'habitants, un peu plus. Vous comptez sur la population ? Nous avons la chance d'avoir des enfants. Nous comptons sur tous les jeunes qui sont prêts. Aujourd'hui, il y en a plusieurs et des milliers qui s'enrôlent pour défendre leur patrie. À un certain moment, je crois que le nombre jouera. Il faudra des armes. Oui, mais comme je le dis, on a tenu bon. Ce pays n'a pas été balkanisé sans les armes dans le même régime. On a tenu bon, la ville de Goma n'est pas tombée.
Et j'espère que nous pourrons tenir bon encore longtemps, mais il faudra effectivement que nous allions un peu plus loin que cela et que nous soyons en mesure de nous faire respecter par les voisins, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de manière éternelle de se plaindre de principalement deux voisins, l'Ouganda et le Rwanda, alors que nous avons des frontières avec la Zambie, avec l'Angola qui ne posent aucun problème. Mais les visées expansionnistes, la prétention et la petite folie de M. Kagame le poussent à croire que... Vous appelez ça petite folie? Oui, c'est une petite folie parce que bon, c'est vrai qu'il est quand même dans un pays qui est assis sur une dynamite. Ça peut sauter à tout moment. Je veux dire qu'il est issu d'une ethnie qui est minoritaire. Il a le soutien. Et qu'aujourd'hui, il est en train de s'essayer en République démocratique du Congo avec une rhétorique de victimisation. Hein. Nous avons 450 ethnies et donc aujourd'hui on nous parle des Tutsis qui sont victimisés alors que nous vivions en paix avec eux depuis des décennies. Donc dans un pays où il y a 450 ethnies, cette théorie qui lui a permis de devenir entre guillemets un pseudo-euro national à travers le génocide, hein, parce que c'est vraiment ça. Ça a bien marché jusqu'ici. Voilà, mais maintenant je crois que c'est une rhétorique que nous détruisons petit à petit parce que c'est de la surenchère. Et nous devons défendre les Congolais. Nous n'avons pas de problème de minorité dans notre pays. Donc tous les Congolais se valent, toutes les tribus se valent. Et ceux qui veulent revendiquer quoi que ce soit doivent utiliser les voies légales. Et donc la rébellion du M23 n'a pas d'avenir dans ce pays. Avez-vous une recette spécifique? Vous l'avez dit, les rebelles, surtout du M23, exigent des négociations directes avec le gouvernement pour évidemment... Ils n'ont droit de rien exiger. Qui sont-ils pour exiger? En quoi sont-ils, entre guillemets, parce qu'ils prétendent être congolais, en quoi sont-ils plus congolais que les autres? Qui sont-ils pour exiger à un gouvernement, à exiger un pays? Ce sont des criminels. Ils viennent de tuer à Kinshasa, plus ou moins 140 personnes, et ils ont le toupet d'exiger quoi que ce soit. Nous n'avons pas à répondre à leurs exigences. La seule obligation que nous avons, c'est de nous organiser, de nous battre sur tous les fronts. Et j'ai bonne foi, bonne confiance que notre gouvernement ainsi que tous les Congolais soutiennent l'action visant à apporter de la calmie et à nous faire respecter en tant que pays. Vous êtes optimiste? Vous pensez je le resterai parce que ce n'est pas une option. Donc il faut bien que tous les Congolais le soient. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être optimistes.